Nous allons nous intéresser à l'évolution, voire même la révolution dans le monde des médias, avec l'avènement de la génération mobile connectée. Les médias se doivent de trouver de nouveaux modes d'information. Et si les médias traditionnels s'interrogent, de nouveaux canaux d'infos font leur apparition. À l'image de Capao, je le prononce bien, c'est comme ça ? Parfait. Capao, donc le média suisse d'actu pour la génération mobile. Et pour en parler, nous accueillons les deux cofondateurs de cette société, Geoffrey Moret et Michael Rochat. Je vous laisse la parole, messieurs. Merci. Donc on sait qu'on est la dernière conférence avant l'apéro, donc on va tâcher de ne pas faire le plus long, ce qui est très important pour nous quand on nous a demandé Quand on nous a demandé de faire une présentation et parler un petit peu de notre média, on savait ce dont on n'avait surtout pas envie de parler. Et donc aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, mais ça va venir. Et le clic, si vous le faites avec le clic. Ouf. Bon, on va le faire à l'ancienne. Donc, une des choses dont on était sûr, dont on ne voulait pas discuter quand on parle de médias pour les jeunes, c'est marteler cette nouvelle génération. Les millénials, la génération Y, les gens qui ont 18 à 34 ans, à quel point ils sont uniques, différents, spéciaux, parce qu'on en a plus ou moins marre de tous être mis dans la même boîte. Et pour nous, millénials, ce n'est pas du tout une tranche d'âge. C'est plutôt une façon de voir le monde, c'est une façon d'être connecté avec les autres dans ce monde. Et donc, d'être un millénial, c'est un état d'esprit et non une tranche d'âge. Donc on ne va pas du tout vous marteler aujourd'hui à quel point cette génération est différente. Ce dont on a envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est surtout deux idées préreçues qui sont dans le narratif depuis quelques années. Le premier, c'est que tout se passe mal dans le monde des médias. La télé se casse la gueule, la presse imprimée se casse la gueule, et donc c'est le pire moment pour lancer un média. Et nous, on est fervents croyants qu'au contraire, que c'est l'un des plus beaux moments dans l'histoire des médias pour lancer un nouveau média. Et donc ce sera ça la première partie dont on a envie de discuter avec vous aujourd'hui. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus dur de connecter et de discuter avec ces jeunes. Donc pour un annonceur, c'était beaucoup mieux avant. Et ça aussi, on n'y croit pas du tout et on va essayer de démanteler ces idées préreçues. Donc pourquoi est-ce que c'est le meilleur moment pour lancer un média ? Pour nous, il y a eu la presse imprimée loin avant, mais il y a eu 3 grosses révolutions technologiques qui ont vraiment changé l'industrie des médias. Le premier, c'était l'arrivée de la radio, puis l'arrivée de la télévision dans les années 60, 70, et vraiment ça a décollé en 80. Et on pense que l'arrivée du smartphone et du téléphone mobile est la plus grande révolution qu'il y a depuis l'arrivée de la télévision. Quand on regarde ces révolutions, elles se passent traditionnellement en 3 étapes. Et donc, on peut souvent se fier à l'histoire pour comprendre plus ou moins où on en est. La première étape, pour que ça puisse se passer, c'est qu'il faut créer les tuyaux. Et on passe des années à créer la technologie de distribution. Donc, si on pense à l'ère de la télé, dans les années 60 et 70, on a passé énormément de temps à poser le câble chez les gens. Et seulement après ce qu'on ait posé le câble, est-ce qu'on a pu créer les CNN, les MTV. Ces sociétés ne sont pas venues avant la technologie. Aujourd'hui, si on regarde le monde digital, on a passé les 10 dernières années à poser les câbles. Et ces nouveaux câbles sont Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat. Et donc, on a réussi à passer la première étape dont on a besoin pour une révolution médiatique. Qu'est-ce qui vient après ? C'est les sociétés de contenu. Tout le temps, ça s'est passé comme ça. On pose les câbles et puis après, on peut commencer à créer les sociétés de contenu. Et quand on lance des sociétés de contenu sur des nouvelles plateformes de distribution où les business models ne sont pas encore complètement matures, on nous tient rigueur très souvent que le contenu est de mauvaise qualité, qui ne ressemble pas à ce qu'il y avait sur les plateformes préexistantes avant. Et donc, il y a toujours quelques années où tout le monde se dit « bon, c'était peut-être mieux la télévision et le digital, ça sera des vidéos de chats et autres sur Internet ». Mais c'est toujours la première étape. Si on ouvre un CNN le jour où il s'est lancé, je vous assure que ça ne ressemble absolument à rien de à quoi ça ressemble aujourd'hui. Et donc, il y a toujours un temps d'adaptation. Il y a toujours des moments où il y a des sociétés qui sont précurseurs et qui se lancent dessus et qui sont d'accord de prendre tous ces commentaires par rapport à la basse qualité de leur contenu. Et le plus de sociétés comme ça se créent, le plus l'industrie devient mature. Et c'est plus ou moins la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Si on regarde les vidéos et la qualité des vidéos qu'il y a aujourd'hui sur ces plateformes, c'est très différent de ce qu'il y avait il y a 5 ans.
On regarde des sociétés comme Vice, comme BuzzFeed, comme Vox, qui eux sont en train de faire ce pas pour créer du contenu de meilleure qualité qui sera un jour encore mieux que ce qu'on a sur la télévision. Donc toujours la distribution qui arrive en premier et puis après les sociétés de contenu. Et pour finir la boucle, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces sociétés réinventent une nouvelle culture. Et donc c'est parti d'une révolution technologique qui a changé nos habitudes de consommation. Des sociétés se sont créées sur ça et ont créé toute une nouvelle culture. Donc je peux prendre le cas des MTV qui s'est basé sur la révolution technologique de la télévision et qui a créé une nouvelle culture pour toute une génération après. C'est pour ça que nous, on pense qu'aujourd'hui, le téléphone mobile est la nouvelle télévision. Et que les sociétés qui vont se créer pour définir la génération de demain, c'est ceux qui vont se créer sur le téléphone mobile. Je veux dire, ça, c'est quelques stats, parce que c'est toujours bien d'appuyer avec quelques stats, mais on n'a qu'à prendre les transports publics et remarquer que le téléphone mobile, c'est probablement la prochaine plateforme où on passera le plus de notre temps. On est collé derrière cet écran et ça ne risque pas de changer. Qu'est-ce que c'est en train de changer avec notre comportement à nous en tant que personnes? C'est qu'aujourd'hui, la révolution, c'est qu'on a envie tout le temps. Et donc, les nouvelles sociétés de médias doivent s'imposer dans un univers où on a envie de consommer sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Et si on n'est pas partout, c'est comme si on n'existait pas. Donc la question, et pourquoi on se dit qu'aujourd'hui c'est le meilleur moment pour faire ça, c'est que les 10 dernières années ont été pour poser les câbles et les 10 prochaines années vont être la création de ces sociétés de contenu qui vont définir notre génération. Donc c'est pendant ces 10 prochaines années qu'on découvrira qui seront les gagnants du contenu que nos enfants regarderont, que nous on regardera, et tout ça se passera sur le téléphone mobile. On n'a pas changé un truc de la présentation, ce slide devait venir avant, je continue. Donc, c'est avec ça qu'on s'est lancé, nous, dans cette aventure de vouloir créer un nouveau média pour cette génération. Et donc, les 3 règles absolues, c'était que notre contenu devait être entièrement pour le téléphone mobile, qu'on devait être uniquement sur les réseaux sociaux et que tout notre contenu devait être vidéo. Et on avait une autre envie aussi de prouver que, très souvent, on dit que notre génération et les jeunes ne s'intéressent pas à l'actualité. Et donc nous, on a voulu créer un média qui ne va pas parler de Kim Kardashian et Justin Bieber, mais plutôt de ce qui se passe dans le monde, de ce monde un peu fou qu'on est en train d'hériter et que ce sera à nous de définir à quoi il va ressembler. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment lancer un média qui parle d'actualité et de choses sérieuses à travers le monde. Alors ils ne passeront pas. See how I'm running for president. Et donc, pour ceux d'entre vous qui ne nous ont pas encore vu vous harceler sur les réseaux sociaux, on s'est lancé il y a environ 1 an. Et donc, on est un média d'actualité pour notre génération qui va traiter de choses comme l'environnement, d'actualité humanitaire, d'actualité politique, mais avec un ton qui est nouveau. Et comme vous pouvez le retrouver sur notre page, aussi avec des formats et des codes narratifs qui sont propres à ces nouvelles plateformes. Et maintenant, Michael, pour vous parler un peu de cette deuxième partie qui est qu'aujourd'hui, la publicité sur Internet, c'est pas top. Yes. Merci pour l'intro. Actuellement, si on devait regarder la publicité sur Internet, je dirais que ça ressemble plus ou moins à ce que vous avez sous les yeux. On va dire que c'est des boîtes aux lettres d'immeubles. Il n'y a pas beaucoup d'espace et les marques sont là. C'est là où je dois mettre ma pub. Je la mets, et même si ça passe pas, je bourre. C'est pas grave. Et ça, ça nous vient de tout simplement comment la publicité a été créée sur Internet. On a commencé avec les banners sur les sites web, et au tout début, c'était un format simple,
en haut d'un site web parce qu'il fallait répondre un petit peu à la demande des annonceurs. Et puis plus les internautes ont commencé à venir de plus en plus sur ces sites, de plus en plus les sites web ont dû trouver des espaces, créer des nouveaux formats pour répondre tout simplement à la demande des annonceurs. Ce qui a donné un truc vraiment magnifique, avec des noms incroyables pour ceux qui sont dans le marketing. Et aujourd'hui, c'est sans surprise qu'on se rend compte que ça ne marche absolument pas. On parle d'un syndrome qui est vraiment incroyable et qui, pour moi, explique vraiment tout. On parle du banner blindness, qui est en soi un syndrome qui fait qu'on va aller sur un site web, regarder un contenu, il y aura de la pub partout qui sera affichée et on ne va pas la voir, et de manière inconsciente. Ça, c'est quand même assez fou. Et si on devait appuyer ça avec des chiffres, ce serait ce chiffre-là qui est le nombre d'utilisateurs qui utilisent des softwares comme AdBlock, donc qui nous permet de bloquer les pubs de manière directe. C'est 615 millions de personnes qui utilisent ce système-là et dont 380 millions sont juste du mobile. Et c'est d'ailleurs la partie qui est le plus en croissance. Donc en soi, on sait qu'on n'est pas vraiment intéressé par ce format-là. Et pourtant, il y a une partie dans la pub actuellement qui est en train d'être en pleine croissance, c'est l'argent qui est investi dans les pubs sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez tous remarqué à quel point Facebook est très actif par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est 36 milliards de dollars qui sont dépensés dans ce milieu-là. C'est une croissance qui est très très forte. Par contre, le problème, c'est que ça ne veut pas forcément dire que la croissance de notre temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, elle augmente. Aujourd'hui, on passe plus ou moins 40 minutes par jour sur Facebook. C'est toujours en croissance, mais ça n'est pas autant que ce que les gens veulent mettre de pub. Du coup, Facebook se retrouve devant un nouveau dilemme, et je ne vous cache pas que c'est un petit peu l'histoire qui se répète. Facebook crée de nouveaux formats pour répondre à la demande des annonceurs. Donc, vous avez certainement remarqué, il y a plein de nouveaux formats qui viennent de sortir et puis qui vont encore sortir de la part de Facebook parce qu'il faut trouver de nouveaux endroits pour toucher les gens, pour répondre à la demande des marques. Mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment le format qui ne marche pas ou c'est ce qu'on met dedans? Et le plus gros problème qu'on a actuellement, c'est que les marques voient le digital comme une révolution qui est technologique. Donc ils nous voient comme du data et se disent maintenant sur les réseaux sociaux, c'est génial, je vais pouvoir cibler mon audience parce qu'elle m'a donné tel et tel critère, c'est trop cool. J'envoie ma pub, c'est mon client cible, salut. Et du coup, on se retrouve un petit peu sur Facebook comme si on était sur Times Square. Quand on va à New York, il y a tout le monde qui veut aller à Times Square. C'est super cool. Mais dans le fond, on s'en fout en fait des marques qu'on va voir sur place. Ce qui va nous marquer, c'est l'endroit, c'est le lieu, c'est là où on veut être. Mais pour les marques, ils se disent, tout le monde est là, j'ai ma pub, je la mets. Et puis, on ne se pose pas plus de questions que ça. Donc, c'est un petit peu cet effet-là. Et pourtant, ce que vraiment les marques n'ont pas compris, c'est comme j'ai dit, eux, ils voient ça comme une révolution technologique, alors que c'est une révolution culturelle, une révolution humaine, où pour la première fois, on a pu tous se retrouver sur des nouvelles plateformes où on a pu partager nos centres d'intérêt, se retrouver avec d'autres communautés sans être forcément physiquement là. Et ça, c'est comme ça qu'on peut dire que c'est une révolution culturelle. Si vous êtes allé récemment sur YouTube ou si vous regardez autant YouTube que moi, je pense que vous avez été un peu targeté de manière assez impressionnante par Wix. Et l'avantage, on va dire, de cette révolution culturelle, c'est que pour la première fois, on a pu dire aux marques ce qu'on ne voulait pas. Et je vous laisse juste avec cet exemple qui est pour moi exactement ce qu'on ne veut pas en fait en tant qu'audience. Hey guys, I'm Carly Kloss, and I just created my own website with Wix. You can do it yourself, and it looks stunning. Go to Wix.com. Extraordinaire. Hein, c'est le genre de message où on voit la vidéo et on se dit ils me prennent vraiment pour un con. Et je vous recommande plein d'autres sites. Squarespace fait des bien meilleures pubs que ça. Mais dans l'idée, c'est exactement ça qu'on peut reprocher à une marque. C'est de nous donner un message un peu bidon qui nous dit « Tu peux le faire, c'est génial, youpi ». Et Carly Kloss, c'est super cool, hein, je n'attaque pas personnellement. Mais en soi, le marteler à fond pour que ça passe, ce n'est pas vraiment la solution. Si je devais vous donner un exemple, je vais prendre mon cas, tout bêtement. Je suis un grand passionné de surf pour ceux qui me connaissent, donc ça fait partie de ma culture en soi. Sur Facebook, forcément, je like des pages qui sont en rapport avec ça. Je suis actif dans des groupes, donc je suis la target parfaite pour toute marque qui veut cibler les gens qui sont dans ce milieu-là. Si on prend Volcom, qui est une marque, moi je pensais que tout le monde connaissait, mais Jeff me dit que non. Si on prend Volcom, marque américaine qui est à la base de beaucoup dans le surf, dans le snowboard et dans le skate,
Cette marque-là, elle se positionne comme une marque qui est proche justement de cet esprit libre qu'ont les surfeurs, les snowboarders et les skateurs. Et si on imaginait pendant 2 secondes que cette marque, elle venait vers moi sur les réseaux sociaux et qu'elle me disait Yo dude, ça c'est notre nouveau board shirt, enfin maillot de bain, pour ceux qui vivent le vrai surf spirit, shop now. Je serais là, mais vous rigolez ou quoi? Je vais pas faire ça. Et c'est exactement ça le problème. Et je peux vous dire que des messages comme ça, j'en ai vu à la pelle. Mais heureusement, cette marque, elle a compris que son positionnement, c'est de célébrer la créativité dans le surf. C'est ça qu'elle veut vraiment faire. Et pour pouvoir parler à une audience de manière, on va dire, convenable et de la façon dont nous, on l'attend, elle s'est associée avec un autre média qui s'appelle Stab Magazine, qui est un magazine de surf très populaire chez les jeunes surfeurs et même les plus anciens. Et ensemble, ils ont décidé justement de mettre en avant ces valeurs que a Volcom avec sa marque, et donc de créer un contenu unique qui célèbre cette créativité. Je ne la démarre pas tout de suite, mais cette vidéo est vraiment, en tout cas pour ceux qui font du surf, est vraiment géniale. Ensemble, ils ont réinventé un peu une nouvelle façon de surfer, parce que quand vous surfez, habituellement, il vous faut ramer, vous lever, prendre la vague, ce qui est relativement compliqué. Et là, ils ont installé un dock au milieu de ce qu'on appelle un line-up, là où la vague va casser, pour pouvoir prendre la vague carrément en marchant. Il y a des gens qui connaissent. Et ça, c'est simplement une idée simple, mais qui est authentique et qualitative. Et je vous laisse juste voir un court extrait. Je suis désolé, on ne va pas tout mettre. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo, si on est vraiment dans cette industrie du surf, elle était vraiment dingue, mais tout simplement parce qu'elle était 2 choses, authentique, qualitative. Et pendant l'espace d'un instant, sur les réseaux, en tout cas pour les surfeurs, il n'y avait plus d'autres marques, il n'y avait plus d'autres banners, il n'y avait plus rien. Il y avait juste Volcom qui prenait toute la place, parce qu'elle nous parlait à nous, surfeurs, et à quel point on aime justement cet esprit créatif et libre. Et c'est vraiment cette association entre ces 2 identités et le savoir-faire de ce média qui a fait que cette publicité a pu être possible. Aujourd'hui, que ce soit au final des Instagrammeurs, des YouTubeurs, des médias, ce que les marques doivent comprendre, c'est quand elles collaborent avec eux, c'est qu'ils doivent remettre l'humain au centre. Au final, c'est simple, on est des humains qui parlons à des humains. Et c'est ça le plus important. Le message sera beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus juste, beaucoup plus véridique. Et c'est ça qu'on attend d'eux. Et pour que les médias puissent offrir ce genre de prestations aux marques, elles se doivent de tester de nouveaux formats. Comme l'a dit Jeff, on a une nouvelle ère. Il faut comprendre de nouvelles façons de consommer, de nouvelles façons de produire. Et je pense qu'on peut s'inspirer largement de SpaceX, avec Elon Musk, qui a dû faire péter une bonne dizaine de fusées avant qu'on ait une image incroyable qui va changer à jamais la face de la planète. Il faut se donner le pouvoir de tester. C'est vraiment important. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut reprocher au vieux continent de ne pas être assez à vouloir tester ces nouveaux formats. Et de notre côté, nous, on s'est dit il faut qu'on fonce. Et depuis septembre, on a commencé à lancer plusieurs émissions avec des thématiques différentes, des nouvelles façons, des nouveaux codes narratifs, des nouveaux formats, parce qu'on doit se permettre de tester pour un jour justement offrir à d'autres marques la possibilité de s'adresser à une audience d'une manière dont ça lui convient. Donc on a testé un show qui traite de la partie plus écologique avec Green Rush. On essaie de traiter aussi un peu plus le côté féminin dans notre société actuelle avec un show comme Girl Power. Qu'est-ce qui suit? Il suit Tac au Tac. Johan a été le premier à passer, c'était cool. Qui est pour but en fait de parler de comment les influenceurs sont impliqués dans la société et quelle est leur vision actuelle de l'actualité. Et le dernier show qui sera diffusé sur 2018, la BCV nous a fait confiance pour parler d'une thématique qui à nous est extrêmement chère, c'est le futur du travail. Et le futur du travail pour notre génération, à quoi il va ressembler? On est en plein chamboulement. Comment est-ce que à quoi notre travail va ressembler demain? Et pour ça, on a fait ce travail avec la BCV qui sera diffusé sur 2018, où on a été parler à plusieurs intervenants de la région, mais aussi au-delà, pour traiter de cette thématique.
Aujourd'hui, on sait que tout ça, c'est pas possible de le réaliser tout seul, on n'est pas fou. Et on sait aussi que cette envie de tester, d'approcher de nouveaux contenus, aussi la nouvelle forme d'un média, elle doit se faire à plusieurs. Et donc, s'il y a des gens qui ont envie de collaborer là-dessus, qui ont envie d'amener, de tester de nouvelles choses, eh ben, on est ravis de faire un dialogue avec vous. Ce sera vraiment cool de pouvoir échanger là-dessus. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir aussi après autour d'une bonne bière. Le dernier point, on a oublié de modifier un truc. Le dernier point, c'est que on est dans une ère où il n'y a pas meilleur moment pour lancer un média parce qu'il y a un nouveau médium à explorer, il y a une nouvelle génération à attirer, et on est en train de tester des cultures différentes et on va construire la culture des futures entreprises de médias. Voilà, c'est tout pour moi. Et puis on voulait passer un petit moment avec vous pour au cas où échanger sur ces thématiques qui nous passionnent énormément. Merci, messieurs. Alors, n'hésitez pas à lancer vous. Il y a un micro qui peut venir dans la salle pour vos questions. Qui se lance? Qui ose se lancer? Je suis sûr que vous avez plein de questions dans la tête. Peut-être déjà la première. Monsieur? Oui, alors on vous amène le micro. Oui, juste une question. Quelle est la nature de votre partenariat, si partenariat il y a avec Facebook, par exemple? Est-ce que vous avez déjà commencé à publier des vidéos? Quel est votre modèle économique là-dessus? Donc un partenariat avec Facebook, donc on l'utilise comme notre plateforme numéro 1 de distribution, parce que Facebook est en train de, comme toutes les autres plateformes, va se différencier de par la qualité de son contenu. Donc ils sont en train de faire énormément de partenariats avec des publishers, des créateurs de contenu. Donc nous, notre relation, elle est plutôt là-dessus, sur la création de contenu spécifique à leur plateforme. Et donc, les modèles économiques qui tournent autour de ça, c'est un petit peu comme ce qu'on vous a montré qu'on va faire en partenariat avec la BCV, c'est d'arriver à créer du contenu en partenariat avec des annonceurs. Donc c'est une nouvelle forme de publicité, mais qui est beaucoup plus subtile. C'est beaucoup moins dans la vente, c'est beaucoup plus dans la recherche d'un sujet. Et c'est donc ce dont on parlait, c'est un peu rechercher cette authenticité, aller plus loin que juste vouloir vendre un produit aujourd'hui. Et c'est un peu ce genre de modèle économique sur lequel les nouveaux médias sont en train de se construire. Ça veut dire que toutes vos vidéos seront faites en partenariat avec des marques? Non, pas du tout. Pas du tout. Comme quand on ouvre un journal, il n'y a pas des pubs sur chaque page. Si c'est Vogue, il y en a peut-être un peu plus que si c'est New York Times. Donc c'est trouver une pondération par rapport à l'image de marque qu'on veut donner. Donc nous, pour le moment, c'est une de nos premières séries. Et je pense que c'est très important de toujours trouver cet équilibre. Mais Facebook ne vous finance pas du tout? Alors Facebook a commencé à financer des médias aux États-Unis à travers Facebook Watch, qui va être une des plateformes spécifiques à la vidéo. Et là, ils ont vraiment envie d'avoir des séries qui sont exclusives à eux. Et nous, on sont convaincus que ça va venir en Suisse et en France. Ça vient toujours un petit peu plus tard que quand ça se passe aux États-Unis. Donc je dirais dans environ 2 ans, à mon avis, Facebook financera des contenus en Europe. Merci. Une autre question? Vous parliez de publicité. Quand vous vous êtes lancé il y a 1 an, c'est bien ça? Septembre 2016. Septembre 2016. Est-ce que vous avez utilisé ce moyen-là ou est-ce que vous êtes resté sur une portée organique simplement pour atteindre, vous avez quand même 135 000 followers, ce qui est quand même beaucoup pour dire que vous êtes assez frais. Comment est-ce que vous avez tablé au début pour être le plus viral possible? Donc nous, le premier truc sur lequel on a toujours misé, et à mon avis, il faudra toujours miser, c'est la qualité du contenu. Donc ça ne sert à rien de faire un contenu et de mettre énormément de media buy derrière, et puis de toute façon, à un moment donné, il va mourir. Donc nous, ça a toujours été principalement sur la qualité de notre contenu. Et puis après, ce qu'on a voulu, c'est booster un peu ce contenu pour pouvoir le mettre devant le plus de gens possible, parce que quand on est tout petit, on n'est pas encore connu, c'est très important de faire ça. On a aussi fait quelques partenariats très tôt dans notre existence avec d'autres médias afin de toucher un public plus large. Donc oui, on a boosté certains de nos contenus, mais la plupart de la croissance a été organique, parce que si la qualité du contenu n'était pas là, les gens ne seraient pas venus. Et finalement, au départ, pourquoi avoir choisi cet univers des médias? Vous ne venez pas de cet univers-là, vous n'êtes pas journaliste, vous venez d'une école de communication. C'est peut-être risqué aussi, parce qu'on voit que les médias souffrent, les médias traditionnels en tout cas. Qu'est-ce qui vous a mis la petite lumière pour dire c'est là qu'on doit aller? Par passion. En toute honnêteté, entre fondateurs, on s'est rejoints autour de ça. Il y avait aussi un gros manque à l'époque, vraiment de médias qui s'impliquaient pour nous parler à nous, jeune génération suisse.
déjà rien que là, et même j'irai sur la France. Et c'est là au-dessus en fait qu'on s'est rassemblés et on s'est dit il faut aussi que certaines personnes se mouillent et lancent de nouvelles initiatives sur l'Europe. Et on a pris le pari de lancer ça. Ouais, parce que si on regarde les États-Unis, je veux dire, des sociétés comme Vice ou Vox, ça fait quelques années qu'elles sont là, elles ont un public, c'est établi. Et pour nous, c'est qu'on regardait tout le temps du contenu en anglais déjà, ça ne nous dérange pas tant que ça, mais on regardait tout le temps du contenu en anglais et on se disait, est-ce que c'est seulement les Américains qui ont compris qu'il faut révolutionner un peu le monde des médias et amener un sans frais? Et visiblement non, ça commence à se faire en Europe et on ne voulait pas faire partie de cette aventure. Et vous avez approché des médias traditionnels ou des médias traditionnels se sont approchés de vous pour peut-être essayer de comprendre, développer ensemble. Ouais, Comment est-ce que vous avez travaillé dans ce sens-là? Donc nous, depuis le premier jour, on s'est toujours dit qu'on sera un des médias les plus collaboratifs. Donc on est toujours la porte ouverte, prêt à collaborer avec d'autres médias, parce que très souvent, quand les choses vont mal, les gens ont tendance à se refermer sur eux-mêmes et pas vouloir voir d'autres horizons. Et donc nous, c'était d'arriver et puis de travailler avec tout type de médias qui voulaient explorer, parce que on avait tout autant à apprendre de eux que eux de nous, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Donc on a travaillé très rapidement avec le quotidien Le Temps en Suisse. Et puis on va continuer à faire des collaborations avec d'autres médias. C'est important de créer une bonne dynamique sur la région pour essayer de tirer tout le monde vers le haut et puis de faire avancer les choses, s'enfermer vraiment tout seul en tant que simple média. C'est un peu... c'est pas viable. Est-ce que vous avez entendu le discours dans la bouche peut-être de médias traditionnels? Vous n'avez pas la légitimité de le faire, vous n'êtes pas journaliste. Est-ce que ça a été un... Tous les jours. Tous les jours, encore tous les maintenant jours. Je pense et comme, puis nous, on a une réponse assez simple. C'est la légitimité, elle est donnée par l'audience et non par d'autres médias, parce que sinon ça serait beaucoup trop simple. Dès qu'il y a un nouveau média qui arrive, de toute façon, il n'est pas légitime. C'est l'audience qui juge si on est légitime ou pas. Ce qui est juste important, c'est vraiment de prendre à cœur ce qu'on fait et d'être professionnel. Donc par rapport à la façon dont on traite l'information et pas de désinformer, c'est le point vraiment qui nous réalise tous au final. On n'a pas vraiment parlé de la structure de Kappa. Vous êtes que les deux dans la société, ou il y a plusieurs personnes, ou il y a des éléments externes qui gravitent autour de cette société? Non, donc on est 7 dans la structure. On est les seuls 2 qui ne faisons pas de contenu. Tous les autres sont dans le contenu. Et puis non, on est 7 pour le moment. Et puis on est en train de grandir gentiment. Mais on voulait vraiment être une petite équipe au début pour pouvoir avancer vite, tester ces nouveaux formats. Et puis aujourd'hui, on est en train de s'ouvrir et on veut travailler avec énormément de différents créateurs. Justement, en termes de moyens de production, est-ce que vous approchez d'autres personnes pour essayer de développer des projets? On l'a vu, le projet avec la BCV ou autre. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres structures ou vous essayez de le faire en interne? On essaie bien sûr d'approcher d'autres structures. C'est important aussi de créer plein de choses avec, que ce soit des médias ou des youtubeurs, peu importe. Le but, c'est d'amener vraiment un contenu qui intéresse. Donc ça, pour l'avenir, c'est quelque chose qui va de plus en plus prendre de place. Après, il y avait beaucoup de choses à prouver aussi sur le début, de montrer ce qu'on était capable de faire. Et puis maintenant, on attaque une deuxième phase où justement cette partie de collaboration est beaucoup plus importante. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, alors là, une question. En attendant que le micro arrive, vous avez parlé de la notion qualitative. Oui. Cette notion qualitative, comment est-ce que vous la travaillez, vous la légitimez? En premier, je pense que c'est l'histoire. C'est l'information qu'on donne, avant toute chose. Et comme l'a dit Jeff, on est surtout aussi à une période où encore la qualité va grandir. Il y aura de plus en plus d'attentes. Mais pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on donne aux gens. C'est cette histoire. Très bien, merci. Moi, j'ai une question très basique, au fait, financière. Oui. Comment vous avez financé le début? Les moyens de production, ça coûte super cher. Comment vous avez pu démarrer? Et puis aujourd'hui, vous êtes rentable. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes rentable, si vous êtes rentable? Ou quand est-ce que vous pensez que vous serez rentable? Parce que tous les autres médias se cassent la gueule. Donc si vous avez la solution, je pense que c'est... Donc voilà, juste, est-ce que ça marche au niveau financier? Est-ce que vous êtes capable de sortir des salaires? Est-ce que vous êtes capable de vous sortir des salaires décents? Et comment vous avez fait démarrer tout ça? Pas du tout, moi je cherche un job. Non, donc je pense que pour chacune de ces choses, il y a une étape. La première étape, on s'est lancé avec 3 fois rien entre nous pour prouver qu'il y avait quelque chose qui marchait. Quand ça a commencé à marcher, on a eu des investisseurs externes qui nous ont fait confiance et donc qui nous ont financé une partie du chemin. Et ça, quand on lance tout média, je veux dire que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, il y a toujours une période avant qu'on devienne hyper rentable, sauf si on a compris le truc dès le premier jour, et ça, pas tout le monde arrive à le faire. Donc nous, on est un peu dans cette deuxième phase. Maintenant, on a des investisseurs externes qui nous font confiance et qui veulent construire cette aventure avec nous.
On a vu comme vous avez vu avec la BCV, on a commencé à commercialiser certains de nos produits. Donc on rentre dans cette troisième phase qui est liée à ça. Et donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Est-ce qu'on en vit? Oui. Est-ce qu'on en vit avec des salaires de ministre? Non. Mais c'est le risque qu'on prend quand on veut lancer son entreprise. Et par rapport à... Mais si vous avez trouvé la formule, les anciens médias ne l'ont pas trouvée. Mais si on regarde un ancien média... je ne vais pas nommer quelqu'un, mais majoritairement, aujourd'hui, 90% de leurs revenus vient de la vente de leurs journaux. Donc dans leur tête, c'est encore, on doit imprimer des journaux, parce que 90% de notre revenu vient de ça. Mais si à un moment donné, on ne lâche pas ça, et on ne va pas réellement à fond explorer d'autres façons de revenus, bah, c'est qu'on essayera toujours d'autres, mais on se focalisera sur un. Et je pense que l'une des choses qui est importante, c'est à un moment donné, si on veut vivre dans ce nouveau monde, il faut complètement lâcher l'ancien monde. Mais c'est quelque chose qui est très difficile. Et à mon avis, la plupart des médias souffrent à cause de ça. Ils n'ont pas complètement envie de lâcher ce qui leur amène de l'argent aujourd'hui, parce que c'est peut-être un trop grand risque d'aller chercher ce qui va vraiment leur apporter de l'argent demain. Mais si on prend les cas de médias qui se sont lancés sur une page blanche, comme un BuzzFeed, un Vox aux États-Unis, c'est des business qui aujourd'hui fonctionnent et qui fonctionnent très bien. Donc on ne voit pas pourquoi ça ne pourrait pas se passer aussi en Europe. Une question juste ici, madame. Merci. Vous l'avez parlé, face à la multiplication de la publicité qu'on a sur les réseaux, qu'ils soient réseaux sociaux et autres sur le web, on a les marques par rapport à ça qui s'intéressent à la véritable stratégie de contenu, à créer une histoire, un storytelling. Donc il y a cette espèce de croissance qui est en train de se passer. Mais pour vous, demain, quand la majorité ou presque des marques se seront intéressées à cette stratégie-là, de s'intéresser à l'histoire de leur marque et comment je la relie avec mes cibles et mon audience, quelle sera la stratégie qui, pour vous, pourra réussir pour continuer à pouvoir se démarquer et à toucher les intérêts de notre cible? Je pense que actuellement, il y a un peu deux marchés, on va dire. On va prendre la France et la Suisse. La France est déjà un peu plus avancée par rapport à ça, la Suisse pas encore. Le problème, c'est que, on a pu le voir avant avec d'autres campagnes, la marque a toujours envie d'avoir une certaine mainmise sur le contenu. Et généralement, c'est pas forcément un cocktail vision de l'audience, ne marche pas très bien. Parce qu'on se dit qu'il y a quand même la laisse derrière et puis qu'on ne peut pas vraiment dire ce qu'on veut dire. Et je pense que le bon cocktail par rapport à ce contenu-là, c'est vraiment le moment où on arrivera à ce stade où justement il y aura... moi, je fais mon job, je vends des crédits bancaires et vous parlez à une audience. C'est votre job de média. Et de dire, OK, je vous fais confiance pour parler à votre audience, c'est votre job. Et simplement, on s'accorde sur une thématique qui est en commun, une thématique qu'on peut traiter ensemble, où il n'y a pas de problème de positionnement. Mais pour moi, ça, c'est le cocktail gagnant. C'est vraiment cette confiance qui doit être donnée à l'un comme à l'autre. Si ça répond à la question. Yes. Une autre question? Il y a peut-être un aspect aussi intéressant. Alors, si je schématise, d'un côté l'information, de l'autre côté de la créativité avec des projets, vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, l'un prenne le pas sur l'autre? Et la logique voudrait que ce soit le côté plutôt créatif avec un aspect commercial derrière et que l'aspect informatif. Nous, on s'est toujours, très souvent au début, on nous disait, mais est-ce que c'est de l'information ou du divertissement? Et nous, la chose qu'on remarque, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas informer en divertissant? C'est pas que l'un doit être super chiant et puis c'est juste des données et puis voilà ce qui se passe dans le monde et puis d'un autre côté c'est voilà les choses super créatives qui sont en train de se passer. À notre avis, il y a un juste milieu entre les deux. Et si on prend un cas comme Vice est tout autant de l'information que du divertissement. Quand je regarde un contenu de Vice, j'ai pas l'impression de regarder le 19-30. Pourtant, ils sont en train de m'informer sur ce qui se passe dans le monde. Et donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Alors je ne sais pas s'il y a encore une question dans la salle. Sinon, n'hésitez pas, il va encore rester un petit moment près du bar. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'apéro qui se prépare. Donc je crois qu'on peut les applaudir très fort. Merci. Et leur souhaiter plein succès aussi. Bravo, messieurs. Merci.